Le 8 mai 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 74e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation et même au dernier rapport de situation de la semaine. En effet, je ne serai de retour que jeudi. Entre-temps, il y aura quelques vidéos spéciales. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des attaques contre bien sûr des raffineries, des informations intéressantes, un jour avant le défilé du 9 mai et un bref rapport. Pourquoi un bref rapport ? Eh bien, le rapport de situation d'aujourd'hui sera un peu plus court que d'habitude. Je suis actuellement sous un stress énorme et je dois encore préparer quelques vidéos pour les prochains jours, donc en gros de dimanche à mercredi, pour vous, que vous pourrez voir de dimanche à mercredi. Sinon, bien sûr, je fais faillite. Donc je dois, d'une manière ou d'une autre, intégrer cela dans ma vie privée, produire des vidéos supplémentaires en quelques jours ici. Aujourd'hui, le rapport reste riche en informations. Sur le front, rien de nouveau ni de changement notable. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose d'ici jeudi. Vous ne raterez rien. Nous pouvons voir ce que nous avons accompli, grâce à la merveilleuse communauté derrière War and Tactic. Car les prochains véhicules d'évacuation issus de la dernière grande collecte de dons sont déjà arrivés en Ukraine. C'est ce qu'annonce Ukraine-Ilfeu Berlin dans son dernier post sur X. Parallèlement, quelque chose est également signalé à Rostov, à savoir une attaque de missiles. Un centre logistique a été créé mais a dû arrêter ses activités. Selon les Ukrainiens, ils stockaient et expédiaient surtout du matériel électrotechnique pour le front. C'était un objectif important. Rostov était le centre névralgique du front sud. Regardons cela sur la carte. Donc ici en bas se trouve Rostov-sur-le-Don. Et Rostov-sur-le-Don est en quelque sorte relié à Volgograd, un autre centre logistique important du côté russe. Et tout ce qui vient en quelque sorte de l'Est, du Nord ou du Sud de la Russie passe généralement par ici, à Rostov. Et depuis Rostov, cela continue ensuite par la nouvelle liaison terrestre, à savoir par la liaison ferroviaire ici en direction du front sud, ainsi que par ici vers le nord, en direction de Donetsk. Et ainsi, une grande partie de l'ensemble du front, ou plutôt des territoires occupés par la Russie, est couverte. C'est pourquoi Rostov est sans doute le carrefour le plus important. La situation était donc critique lors de la marche de la justice du groupe Wagner contre Moscou. Rostov fut l'une des premières cibles conquises. Pourquoi ? C'est clair, si la logistique échoue, l'armée aussi. Prigojine a ainsi accentué la pression, puis a rapidement reculé. Marche arrière est un bon mot-clé, nous en parlerons aussi aujourd'hui. La raffinerie de pétrole russe à Yaroslav est de nouveau en feu après une attaque de drone, alors qu'elle avait déjà été visée il y a moins de 2 semaines. Ce schéma devient de plus en plus évident. Il ne s'agit plus de simples frappes symboliques isolées. L'Ukraine, ou la partie attaquante, revient délibérément sur les mêmes installations énergétiques, visant à empêcher les réparations, perturber durablement les opérations et accroître la pression sur l'infrastructure russe. Yaroslav n'est pas un site insignifiant. Les raffineries sont des points clés pour l'approvisionnement en carburant, la logistique militaire et la stabilité industrielle. Si ces installations sont à nouveau touchées en peu de temps, cela montre surtout une chose, la Russie n'arrive pas à protéger de manière fiable ses infrastructures, même après des attaques dangereuses déjà connues. C'est là que réside l'effet psychologique. Chaque nouvel impact prouve que la défense anti-aérienne russe peut réagir, mais n'est plus un bouclier complet. Une installation touchée l'est souvent à nouveau rapidement, c'est presque certain. Au lieu de donner une impression de contrôle, cela crée l'impression d'une surcharge permanente, ce qui est particulièrement dangereux pour le Kremlin à une période où Moscou souhaite justement démontrer sa force. Le Kremlin a pour la première fois retiré les accréditations déjà accordées aux journalistes étrangers pour le défilé du 9 mai. Sont concernés notamment des journalistes de l'ARD, ZDF, Spiegel, Sky, etc. Officiellement, il est indiqué que le format médiatique du défilé a été modifié en raison de la situation actuelle. Désormais, seuls les médias d'État russes semblent avoir accès. Cette mesure est très inhabituelle. Le fait que des accréditations soient d'abord accordées, puis rapidement retirées, montre surtout à quel point Moscou est désormais nerveux, et surtout à quel point il s'inquiète pour le défilé. Le Kremlin essaie de garder le contrôle total sur les images, les perspectives et les éventuels incidents. C'est particulièrement explosif sur le plan politique en ce moment, car en parallèle, de plus en plus d'attaques de drones frappent loin à l'intérieur de la Russie. Chaque explosion, chaque réaction de la défense aérienne ou chaque mesure de sécurité visible viendrait endommager le narratif central du défilé. La force absolue, la stabilité et le contrôle sont les choses que l'on veut transmettre ici. L'exclusion des médias étrangers ne montre pas une grande confiance en soi, contrairement à ce qu'affirment de nombreux posts sur les réseaux sociaux.
mais plutôt une peur des images incontrôlées. Le Kremlin veut empêcher que des équipes de tournage internationales documentent à quel point Moscou est désormais fortement bouclé et à quel point la situation sécuritaire est réellement tendue. Au début, je voulais dire qu'ils veulent aussi empêcher que l'on voie des incidents comme à l'époque, lorsque le char le plus moderne, le T-14 Armata, est tombé en panne lors du défilé et s'est arrêté à cause d'une panne de moteur. Je me suis rappelé qu'il n'y aurait plus de véhicules au défilé. Ce bouclage frénétique montre combien le pouvoir doit désormais être protégé, contrôlé et mis en scène. Nous avons toujours écouté ce que moi ou l'Occident disions. Mais que pensent vraiment les citoyens ? À Moscou, même les Russes expriment désormais ouvertement leur irritation face à la parade militaire très réduite du 9 mai. Face au manque de matériel militaire et à la diminution des démonstrations, certains s'interrogent publiquement sur ce que la Russie veut encore célébrer, alors que la guerre consomme toujours plus de ressources sans victoire nette. C'est cela qui menace le Kremlin. Le 9 mai est plus qu'un jour férié, c'est l'un des rituels politiques majeurs de Poutine. Si moins, voire aucun matériel n'est présenté, ou si des parties de la mise en scène doivent être modifiées, cela donne souvent l'impression que la Russie est sous pression, militairement ou organisationnellement. Cela concerne maintenant aussi les citoyens eux-mêmes et devient problématique, car les doutes viennent non seulement de l'étranger, mais aussi de Moscou même. Si cela s'entend, c'est un vrai problème, car c'est précisément ce que le Kremlin essaie normalement d'empêcher à tout prix, des fissures visibles dans l'image de l'unité nationale. La véritable faiblesse ne réside donc pas dans le manque de véhicules sur la place rouge, mais dans le fait que les démonstrations centrales de pouvoir du système paraissent soudain défensives, sécurisées, réduites et éclipsées par des craintes sécuritaires. Maintenant, le peuple remarque « quelque chose cloche ». À Saint-Pétersbourg, l'ambiance n'est pas meilleure non plus. Sur une affiche de propagande russe, il est écrit à l'origine « Gloire aux héros de la Russie ». En dessous, on voit un soldat représenté. Quelqu'un a barbouillé l'affiche avec de la peinture rouge et a écrit en grand le mot « meurtrier » dessus. Ce genre d'image est extrêmement gênant pour le Kremlin, car elle montre que la résistance à la guerre n'existe pas seulement en dehors de la Russie. Ici, la propagande de guerre d'État est directement attaquée en plein espace public et symboliquement renversée. D'ailleurs, respect à celui qui a fait ça, car dénigrer les forces armées entraîne bien sûr une peine de prison. C'est particulièrement risqué juste avant le 9 mai, alors que l'État cherche à rendre visible patriotisme, esprit de sacrifice et fierté militaire, des signes de rejet apparaissent parfois. C'est pourquoi le système en Russie réagit aujourd'hui très fortement à toute critique publique, car même de petits gestes montrent que le contrôle de l'humeur sociale n'est plus total. Et maintenant, nous allons regarder quelque chose de vraiment intéressant. Y aura-t-il même une attaque contre le défilé ? Ces derniers jours, nous avons beaucoup spéculé, nous avons beaucoup pesé le pour et le contre, nous avons beaucoup vu quels seraient les avantages et les inconvénients. Mais il est très improbable qu'il y en ait une. Pourquoi ? Zelensky a tweeté aujourd'hui que l'Ukraine, malgré ses capacités de frappe à longue portée autour de Moscou, privilégiera un échange de prisonniers et un cessez-le-feu temporaire. Concrètement, il a parlé d'un échange au format 1000 contre 1000 personnes, ainsi que d'une trêve les 9, 10 et 11 mai. En même temps, il précise que Kiev serait tout à fait capable de faire pression sur Moscou. Particulièrement remarquable est la formulation concernant les capacités ukrainiennes de longue portée en lien avec la journée de demain à Moscou. C'est pratiquement un rappel direct que la capitale russe et le défilé du 9 mai pourraient non théoriquement rester sous la menace. Volodymyr Zelensky évoque ouvertement la menace, mais choisit délibérément de l'utiliser politiquement plutôt que militairement. C'est précisément cela qui, paradoxalement, augmente la pression sur le Kremlin. Car Moscou sait désormais que la sécurité du défilé n'est pas seulement garantie par la défense anti-aérienne russe, mais dépend aussi du fait que Kiev se retienne et obtienne quelque chose en échange. Dans ce cas, le retour de 1000 de ses propres hommes, rien que ce fait nuit à l'image de contrôle absolu que Poutine souhaite justement démontrer le 9 mai. L'acceptation par la Russie de l'échange et du cessez-le-feu montre combien le Kremlin réagit désormais aux possibles troubles autour du défilé. À l'approche du 9 mai, plus il devient évident à quel point il est désormais politiquement important de passer cette journée sans explosion, sans alertes aux drones ou sans chaos sécuritaire. Merci à tous les abonnés, membres et l'Algen Crew, ainsi qu'au lieutenant-colonel Rennecke et sélectif Ferdinand Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine vidéo.